Alerte! Alerte! Habitants de tous les pays et de toutes les villes du monde, un astéroïde massif s'approche de la Terre. Sa vitesse est maintenant plusieurs fois supérieure à celle du son. Et chaque jour, il accélère un peu plus. Une fois qu'il sera entré dans notre système solaire, il passera devant Uranus, Saturne, Jupiter et Mars. Les champs gravitationnels de ces planètes vont également accélérer l'astéroïde. Et notre planète sera sa destination finale. La collision est inévitable. Selon les scientifiques, une météorite de la taille du Mont Everest peut détruire la planète entière. La catastrophe aura lieu dans 350 jours. C'est la panique dans les rues. Les gens construisent des bunkers et font des réserves. Des scientifiques et des astronomes du monde entier sont réunis pour trouver une solution. La seule façon d'éviter la collision est de détruire l'objet spatial. Une puissante fusée peut diviser l'astéroïde en centaines de milliers de morceaux. Dans ce cas, une pluie de météorites frappera la Terre, mais c'est toujours mieux que la destruction complète de notre belle planète. En moins d'1 an, les gens construisent plusieurs fusées puissantes. Puis, à l'aide des meilleurs télescopes du monde, les astronomes créent un système de guidage unique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'astéroïde arrive dans notre système solaire. Tout le monde commence à déménager sur un seul continent, où ont été construits des bunkers de pointe. Les dégâts causés par l'astéroïde sont impossibles à prévoir. Alors, il vaut mieux cacher les gens dans un seul et vaste endroit sûr en attendant la collision. Le moment est arrivé. L'astéroïde passe à côté d'Uranus. Sa vitesse s'augmente. Maintenant, l'objet spatial massif se déplace seulement 10 fois moins vite que la lumière. Les scientifiques lancent leurs fusées dans les airs. L'astéroïde passe devant Saturne et détruit une partie de ses anneaux. La trajectoire de l'astéroïde change. Il passe devant d'autres planètes en suivant un chemin sinueux, prend de la vitesse et se dirige maintenant vers la Terre. Les fumées laissent une longue traînée de feu derrière elles et atteignent la vitesse du son. Elles se rapprochent de l'astéroïde. Près de Mars, la collision se produit. Les fusées touchent leur cible. L'astéroïde explose et se divise en millions de particules. Tous les morceaux volent dans des directions différentes. La Terre est sauvée. À ce moment-là, les satellites de la Terre enregistrent une énorme explosion d'énergie. Une petite partie de l'astéroïde se dirige vers la Terre. Elle est minuscule, de la taille d'un grain de sable. Et maintenant, le grain de sable vole vers la Terre à une vitesse de 297 000 km par seconde, ce qui représente 99% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le grain a presque le même pouvoir destructeur que l'astéroïde tout entier. Il s'approche de la Lune. Encore quelques secondes et le grain de sable frappera notre planète. Tout le monde retient son souffle. Si le grain acquiert une puissance aussi incroyable, c'est grâce aux lois de la physique. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus sa masse et son énergie sont importantes. Lorsque le grain de sable atteint une vitesse proche de celle de la lumière, son énergie et sa masse commencent à augmenter de façon spectaculaire. Tu ne peux même pas voir ce minuscule grain de sable, mais à l'intérieur, il a la masse d'un continent entier. Si le grain atteint la vitesse de la lumière, sa masse sera infinie, et alors un trou noir apparaîtra. Dans ce cas, toutes les choses vivantes et même inanimées de la planète disparaîtront. Les arbres, les mers et les océans, toutes les villes, les pays et les continents, l'air, le son, l'atmosphère, toute molécule de la Terre. Tout sera absorbé par l'incroyable force gravitationnelle du trou noir. Puis, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace de notre planète, le trou s'emparera de la Lune. La force gravitationnelle grandira et absorbera d'autres planètes du système solaire. Bientôt, elle atteindra le Soleil. Notre étoile se divisera en milliers de bandes comme des spaghettis et émettra une énorme quantité d'énergie. Cela pourrait déclencher la naissance d'un deuxième trou noir, mais heureusement, le grain de sable ne se déplace que à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui change tout. De plus, aucun objet ayant une masse ne peut réellement atteindre la vitesse de la lumière. Le grain de sable entre dans l'atmosphère de la Terre. De l'extérieur, il ressemble à un météore aveuglant qui transperce le ciel. Le grain se réchauffe, traversant les couches de l'atmosphère. Dans un rayon de 160 km autour de lui, les nuages s'évaporent. Le ciel devient limpide. Si tu le regardes au ralenti, tu peux voir que l'air est ionisé, car les molécules d'air sont divisées. Dans la nature, ce processus se produit pendant les éclairs. Notre Soleil possède également une énergie ionisante et désinfecte l'air. La météorite laisse derrière elle un trou dans la couche d'ozone. Désormais, cet endroit n'est plus protégé des radiations spatiales et des rayons ultraviolets.
Le grain de sable vole directement vers le centre de l'océan austral. Le continent le plus proche de l'explosion est l'Antarctique. L'air qui l'entoure se réchauffe et se mélange à la température froide de l'océan, créant ainsi des ouragans. Dès que le grain s'approche de la surface de l'océan, l'eau commence à bouillir. La température et l'énergie du grain sont si élevées que l'eau s'évapore. Mais les molécules de vapeur sont instantanément brûlées. Des milliers de litres d'eau viennent de disparaître de la surface de la Terre. Le grain vole encore sur les premiers mètres sans toucher la surface, car l'eau s'évapore devant lui. Puis, il tombe dans l'océan et provoque une puissante explosion. Des centaines de millions de litres d'eau moussent et bouillonnent à cause de la température élevée. Dans un rayon de 160 km, l'océan est éclairé par une lumière vive. Les profondeurs de l'océan, où les rayons du soleil ne sont jamais parvenus auparavant, sont presque aussi transparentes que l'eau au fond d'une piscine. L'épave des vieux navires coulés se divise en atomes à cause de la puissante explosion. Les monstres marins inconnus et les calmars géants qui vivent dans l'obscurité ont peur de la lumière vive et s'éloignent à la nage. Puis, finalement, le grain de sable touche le fond de la mer et pénètre profondément dans la croûte terrestre. S'il atteint le noyau de la Terre, la planète explosera très probablement à cause d'une puissante libération d'énergie. Heureusement, cela ne va pas se produire. La résistance de l'océan et du sol ralentit le grain et lui retire son énergie. Elle provoque un léger déplacement des plaques tectoniques. Et il y a plus à venir. D'énormes vagues se forment et se répandent dans l'océan. L'onde de choc crée d'énormes tsunamis. Imagine que tu jettes une petite pierre dans une flaque d'eau. La même chose se produit dans l'océan, mais à une bien plus grande échelle. Des vagues énormes s'approchent des villes côtières. Heureusement, les gens ont déjà été évacués, mais les dégâts causés par un grain de sable coûteront des centaines de milliards d'euros. Les maisons sont détruites, les routes sont inondées. Au bout d'un moment, il se met à pleuvoir des ouragans. L'eau de l'océan vaporisée par le grain forme d'énormes nuages d'orage. Le vent les pousse vers les continents. Puis, après le tsunami, une pluie incessante se met à tomber, inondant des pays entiers. Plusieurs jours plus tard, les catastrophes naturelles sont toujours là. La température de l'océan austral a augmenté de plusieurs degrés. L'eau est en train de bouillir sur le lieu de la collision, faisant fondre les glaciers de l'Antarctique. Des millions d'icebergs fondent. Si bien que le niveau d'eau des océans du monde entier augmente. Les côtes de certains continents sont submergées pour toujours. Les nuages d'orage atteignent le Sahara et d'autres déserts. Le déplacement des plaques tectoniques provoque des tremblements de terre sur certains continents. Les volcans se réveillent. Le ciel est rempli de cendres volcaniques. Il faudra des mois pour que toutes les cendres se déposent. Au début, cela crée des conditions difficiles pour la vie sur Terre. Les plantes et tous les êtres vivants ne reçoivent plus assez de lumière du soleil. Dans les arbres et les algues, la photosynthèse est perturbée. La production d'oxygène s'arrête. Il est de plus en plus difficile de respirer. L'air qui remplit l'atmosphère de la planète s'épuise lentement. Les humains doivent s'adapter à de nouvelles conditions. Ils construisent de nouvelles villes sur la Terre et dans l'océan. Ils créent des plantations, avec un éclairage artificiel pour stimuler la photosynthèse. Heureusement, tous les problèmes prennent fin lorsque les cendres se déposent. À l'intérieur des volcans, il y a du magma chaud qui coule. Il peut s'avérer utile car il est riche en éléments chimiques et en minéraux. Avec les cendres, les nutriments tombent sur le sol, qui est désormais bien fertilisé. Les plantes, les arbres, les fruits et les légumes poussent incroyablement vite et produisent à nouveau beaucoup d'oxygène. Le Sahara est désormais rempli de fleurs. Et il ressemble plus à une prairie qu'à un désert. Au lieu de détruire la planète, le grain de sable l'a simplement renouvelée. Bienvenue dans notre émission « Survivre quoi qu'il en coûte ». Aujourd'hui, notre présentateur, Alberto, va réaliser un truc de dingue. L'an dernier, il a vécu dans une grotte avec un grizzly pendant 2 mois et a réussi à survivre. Vous vous souvenez comment Alberto s'était enduit de viande hachée avant de sauter dans une piscine remplie de piranhas? Et j'espère que vous n'avez pas oublié comment Alberto avait fait griller un barbecue au-dessus d'un volcan actif. Eh bien, tout ça, c'était de la gnognotte. Aujourd'hui, Alberto va réaliser le tour le plus dangereux et le plus insensé de sa vie. Rien que pour vous, chers téléspectateurs, il va se faire avaler par une immense baleine bleue. Alberto se rend dans l'Atlantique Nord. C'est une vaste zone où l'on peut croiser des baleines bleues et des cachalots. Il embarque sur son rafio et navigue loin des côtes. Il entend bien débusquer les baleines à l'aide de ses jumelles et de son système d'écholocation.
Quelques jours ont passé. Alberto est installé à bord et scrute l'horizon. Son sonar détecte un mouvement. Il regarde en direction du signal et voit un panache d'eau qui s'élève dans le ciel. C'est une baleine bleue, le plus grand mammifère de la planète. Et oui, c'est un mammifère, pas un poisson. Alors, Alberto s'enduit d'huile pour se glisser facilement dans le gosier de la baleine. Il prend un masque à oxygène et plonge dans l'eau. La baleine bleue ouvre sa bouche et absorbe une impressionnante quantité d'eau. Sa bouche est remplie de fanons. Ce sont des sortes de poils qui remplacent les dents. Ils sont constitués de kératine, de même que nos cheveux et nos ongles. La baleine aspire l'eau et la rejette ensuite vers l'extérieur. Les poils empêchent les petits poissons et le plancton de quitter la bouche avec le liquide, ainsi les fanons de la baleine agissent comme un filtre. Alberto nage plus près. La baleine prend une nouvelle goulée. Elle engrange plusieurs dizaines de litres d'eau et aspire Alberto. Notre héros est au cœur de la tourmente. L'eau s'abat dans différentes directions et une langue gigantesque, de la taille d'un éléphant, projette Alberto de toutes parts. Alberto essaye d'atteindre la gorge, mais l'eau ne cesse de le balloter. Il glisse le long de la langue jusqu'à la sortie de la bouche. Mais la baleine rabat ses mâchoires et il s'écrase contre les fanons. C'est un peu douloureux. Quelques poils tombent même. La langue veut le repousser à l'extérieur, mais Alberto parvient à se glisser dans son gosier. Mais là, il rencontre un obstacle. Il ne peut pas aller plus loin à cause de la structure même de la baleine. La gorge de cet animal colossal est minuscule, de la taille d'un poing humain, mais elle peut toutefois s'étirer. Alberto l'avait prévu. C'est pourquoi il s'est enduit d'huile. Il s'étend de toute sa longueur et se jette dans la gorge. Notre héros se retrouve maintenant à l'intérieur d'un oesophage étroit. Il glisse à travers comme sur le toboggan d'un parc aquatique. Puis sa vitesse diminue. L'espace devient plus réduit. À présent, Alberto avance en rampant avec difficulté. C'est très glissant ici et Alberto peut à peine bouger. L'œsophage se contracte et le pousse encore plus loin. Il est maintenant à l'intérieur de l'estomac. C'est sombre, exigu et ça sent mauvais. Alberto aimerait craquer une allumette, mais ses poches sont entièrement trempées. Et c'est une très mauvaise idée de faire du feu ici. Premièrement, il n'y a presque pas d'oxygène, ce qui signifie aucune chance d'alimenter une flamme. Deuxièmement, diverses réactions chimiques se produisent à l'intérieur de l'estomac, libérant des gaz explosifs. Alberto ne veut certainement pas de ça. Il sort une lampe de poche et examine l'endroit. Les parois de l'estomac sont étroites et palpitent constamment. Alberto ne peut pas se lever de toute sa hauteur. Il s'enfonce dans une sorte de liquide jusqu'au genou. Il voit des squelettes de poissons, des épaves, des caddies de supermarché, des DVD, une lampe et une édition originale de Moby Dick qui trempe autour de lui. Non, c'est une blague, car il est peu probable que tu trouves quelque chose d'intéressant dans l'estomac d'une baleine. Peut-être une bouteille en plastique ou un petit calamar. Au fait, le cachalot, contrairement à la baleine bleue, a une gorge large et longue. Cela lui permet d'avaler des grosses proies tout entières. Techniquement, il pourrait avaler un humain d'une seule bouchée. Quoi qu'il en soit, tu pourrais trouver pas mal de choses intéressantes dans l'estomac d'un cachalot. Il est arrivé que cette créature avale un calamar géant tout entier, et la longueur de ces calamars peut atteindre 14 mètres. C'est la taille d'un petit bus. Mais le cachalot n'est parvenu à avaler de telles proies que grâce à la structure flexible des calamars. Bon, revenons à Alberto. Il règne une terrible odeur dans l'estomac de la baleine. Le plancton et les petits poissons sont digérés dans le suc gastrique. Et, attends, pourquoi ça fait si mal ? Alberto sent le suc gastrique ronger ses habits. Il tente de se lever, mais il n'en a pas la place. Il frappe les parois de l'estomac avec ses petits poings, mais rien ne se passe. L'estomac se rétracte et enserre Alberto de plus en plus. Les sucs attaquent sa peau. Alberto crie et bat des jambes dans tous les sens. Il veut provoquer un réflexe vomitif. Mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Alberto est désespéré et il ne sait plus quoi faire. Il semble que ce soit sa dernière aventure. Il ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Attends un instant, une profonde inspiration ? C'est ça ! Alberto ouvre la valve de sa bouteille d'oxygène et remplit l'estomac d'air frais. Maintenant, la baleine commence à gonfler et à se remplir de gaz. L'estomac palpite, les sucs gastriques écument et il semble qu'un ouragan se prépare. Les parois se contractent tellement qu'elles finissent par expulser Alberto par l'œsophage. Avec les restes de poissons et de sucs gastriques, il avance tant bien que mal. L'œsophage devient de plus en plus étroit. Alberto a du mal à respirer, mais il voit la lumière au bout du tunnel. La baleine le recrache. Alberto est vivant. Il est heureux d'avoir réussi à sortir indemne d'une telle aventure. Il retourne sur son bateau et navigue jusqu'au rivage. Mais attends un peu, qu'est-ce qui nage près de lui en ce moment ? C'est un cachalot. En voilà un coup de chance. Alberto plonge à nouveau dans l'océan. Il se dirige droit vers la gueule de l'énorme animal.
Le cachalot aspire l'eau. Plusieurs poissons et une pieuvre arrivent en même temps qu'Alberto. Le cachalot le pousse avec sa langue dans différentes directions et avale toutes les proies d'un coup. La gorge est assez large et Alberto parvient facilement à y entrer. Mais il y a un autre problème. Alberto se retrouve déjà dans un œsophage étroit où il peut à peine respirer. Et il n'a plus de bouteille d'oxygène. Alberto a l'impression d'être étroitement enveloppé dans du ruban adhésif. Il ne peut rien faire et il n'y a pas d'air ici. Il s'enfonce profondément dans l'œsophage et sent qu'il n'est pas seul. En plus de la pieuvre, il ressent les mouvements d'immenses tentacules. Waouh, c'est un calamar géant. Et il semble qu'il soit encore vivant. Alberto remue tout son corps, mais ça ne change rien. Il perd conscience. Les parois de l'estomac appuient sur son visage. C'est à ce moment qu'Alberto résout de mordre dedans. Un véritable séisme commence. Tout ce qui se trouvait dans l'estomac est expulsé. Enfin, Alberto se retrouve dehors. Un calamar colossal nage le plus loin possible. On dirait qu'il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Notre héros grimpe sur son rafio. Il est l'homme le plus heureux du monde en ce moment. Il démarre le moteur et fait cap sur le rivage. Il faut comprendre que l'histoire d'Alberto est purement hypothétique. Bien sûr, dans la réalité, une baleine ne serait pas capable d'avaler un être humain. Les rapports prétendant qu'une personne aurait fini dans l'estomac d'une baleine sont truffés de mythes et de légendes. Certes, il y a eu des cas où des gens sont entrés dans leur gueule béante, mais elles ne seront pas passées par la gorge. Un jour, c'est arrivé à un plongeur, mais il a miraculeusement survécu grâce à son équipement de plongée sous-marine qui l'a aidé à respirer. Un autre cas s'est produit avec des gens qui faisaient du kayak. Lorsqu'une baleine à bosse attrape du poisson, elle nage jusqu'à la surface avec la gueule grande ouverte. C'est comme une grille qui s'élèverait du fond des eaux. Ces gens sur leur kayak étaient trop proches et sont tombés droit dans la gueule de la baleine. Bref, ne t'en fais pas trop, une baleine ne peut pas t'avaler, c'est impossible. Mais c'est bien possible pour un cachalot. La bonne nouvelle, c'est que c'est un animal rare. La probabilité d'entrer dans son estomac est d'1 sur 1 milliard. Il est plus probable qu'une météorite s'abatte sur toi. La plupart des gens sur Terre ne verront même jamais un cachalot dans la vraie vie. Ces créatures parcourent le monde entier dans les hautes mers, mais passent le plus clair de leur temps à une profondeur d'environ 3000 mètres. C'est 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel, mais sous le niveau de la mer. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire.
Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte, mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Il tire le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'une seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken.
Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Est-il possible d'éteindre le soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire.
C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non ? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures ! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses ? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème ? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné ? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général.
d'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière ? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit. L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps ? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires. Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent ? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang. Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie ? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas ? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties.
Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris? Moi, oui. Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible.
Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces 2 scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité.
Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. C'est la nuit. Tes amis et toi faites du vélo dans une petite ville et remarquez une météorite qui vole dans le ciel. Elle brûle avec une flamme verte brillante, puis tombe directement dans un petit étang près de la ville. Vous vous précipitez instantanément sur le lieu du crash. L'eau à la surface de l'étang mousse et fait des bulles. La météorite incandescente coule lentement vers le fond et illumine les eaux noires d'une lumière verte. Hypnotisé par cette vision, tu t'approches du bord. La lueur verte se reflète dans tes lunettes, comme si elle te faisait signe. Tu fais un pas, tombes soudainement dans l'eau et t'évanouis. Tu te réveilles à l'hôpital, tu attrapes le bord du lit pour te lever et tu sens qu'il grince sous tes doigts. Tu regardes tes paumes et tu cries. Elles sont recouvertes d'acier. Tes amis viennent te dire que tu as volé depuis le rivage, probablement après avoir touché la météorite. Puis à l'intérieur de ton corps, des changements au niveau génétique ont commencé. Ils mettent un miroir devant toi. Tu jettes un coup d'œil et tu te vois couvert d'acier. Tu ne ressens pas la peur, tu hurles de plaisir à la place. Tu es en métal désormais. Pas exactement, explique ton ami. Les cellules de ta peau sont recouvertes d'une couche de l'acier, le plus fin et le plus solide. Et tout le reste de ton corps est ordinaire, comme il l'a toujours été. Tes mouvements ne sont pas limités. C'est comme si tu étais recouvert d'une cotte de mailles de chevalier, faite de particules de nano-acier. Tu regardes par la fenêtre et prends une grande inspiration. Tes poumons se remplissent d'air, mais qu'en est-il de la peau ? Le médecin arrive et explique que les cellules de ta peau n'ont plus besoin d'oxygène. Il n'y a plus de pores par lesquels l'air pénétrait. Tes poumons sont devenus plus volumineux pour compenser le manque d'oxygène. De plus, tu peux retenir ta respiration plus longtemps. La nuit, tu n'arrives pas à dormir, car les paupières en acier exercent une forte pression sur tes yeux. Tu décides de quitter la pièce, mais la porte est fermée. Tu pousses la poignée plus fort et le verrou se casse. Tu sors et tu croises le médecin. Il te demande de revenir car ton traitement n'est pas terminé et le lendemain, tu dois être transféré dans un autre endroit. Tu dis que tu te sens bien et que tu veux partir. Le médecin essaye de t'attraper et tu t'enfuis en courant. La sirène se met en marche. Tu comprends qu'ils veulent te transporter dans un laboratoire secret pour des recherches et des expériences. Plusieurs aides soignants t'entourent. Tu serres les poings et frappes le mur. Il s'effondre facilement comme s'il était en carton. Tu traverses les murs et tu quittes l'hôpital. Tu racontes à tes amis ce qui s'est passé et vous décidez tous de quitter la ville pour un moment. Vous montez sur vos vélos et à ce moment-là, plusieurs voitures noires apparaissent sur la route. Elles viennent pour toi. Tu t'éloignes d'elles et vas dans la forêt, où les voitures ne peuvent pas passer. Plusieurs scientifiques et des hommes en costume noir te poursuivent. Tu arrives à l'étang et tu te souviens des paroles du médecin concernant l'hypertrophie de tes poumons. Tu décides de te cacher sous l'eau, tu sautes et tu tombes lentement au fond. 10 minutes ont passé et tes poumons ont encore une petite réserve d'air. Les poursuivants ne te trouvent pas et finissent par s'en aller. Tu essayes de sortir à la nage, mais tu te noies. Ta peau d'acier t'a rendu plus lourd et incapable de nager. Tu pousses contre le fond, mais tu te noies à nouveau. Heureusement, tes amis sautent dans l'étang et t'aident à en sortir. Tu es mouillé, mais ta peau ne rouille pas et elle sèche rapidement. Vous vous dirigez à vélo vers un hôtel bon marché pour vous y cacher et réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Le soleil brille de mille feux. Vous passez plusieurs heures à pédaler. Tes amis transpirent, mais pas toi. Ta peau est maintenant couverte de poussière, mais il suffit de l'essuyer avec un chiffon pour qu'elle ait l'air propre à nouveau. Dans un corps normal, la sueur est libérée pour refroidir le corps et l'empêcher de surchauffer. Ton corps ne se refroidit pas maintenant, mais ce n'est pas grave. Ta peau devient si chaude que tu peux faire frire un œuf dans ta paume. Le feu et les basses températures ne te font pas de mal non plus. Vous vous enregistrez dans un motel et tu réalises qu'il t'est difficile de bouger. Tu entends le grincement du métal lorsque tu lèves les mains ou que tu marches. Ton ami te donne l'huile qui permet de lubrifier la chaîne de son vélo. Tu en recouvres ta peau et ça fonctionne. Tu te déplaces à nouveau librement. La peau en acier augmente ton poids et la charge qui pèse sur tous tes muscles.
Tu t'y habitues rapidement et ton corps devient plus aguerri en quelques heures. Mais le plus cool, c'est ton super pouvoir. Tu peux non seulement détruire un mur ou déchirer une plaque de fer, mais aussi briser du verre d'un simple toucher. Au motel, tu vas au réfrigérateur et prends des aimants, ils se collent à toi et sont assez difficiles à enlever. Tu allumes la télé et vois que toi et tes amis êtes recherchés. Vous êtes sur toutes les chaînes. Vous quittez tous le motel, montez sur vos vélos et partez aussi loin que possible. Tu appuies si fort sur les pédales qu'elles se cassent. Pour continuer votre voyage, vous décidez de louer une voiture. Après quelques heures, vous tombez en panne d'essence. Ton poids a augmenté, ce qui signifie que le véhicule consomme plus de carburant. Tes amis et toi marchez le long de la route. Un vieux pick-up s'arrête. Un conducteur avec une barbe épaisse propose de vous emmener à la gare la plus proche. Le chauffeur reste silencieux pendant tout le trajet. Des perles de sueur coulent sur son visage. Est-il nerveux ? Tu sens que quelque chose ne va pas. Lorsque vous arrivez en ville, tu vois ta photo sur chaque poteau. Il y a même une récompense annoncée pour ta capture. Tu demandes au conducteur de s'arrêter, mais il ne t'écoute pas. Alors tu perces le plancher de son pick-up avec tes pieds et tu t'écrases sur l'asphalte. Le pick-up s'arrête. Il n'y a même pas une égratignure sur tes jambes. Plusieurs véhicules noirs arrivent vers toi depuis différentes rues. Les portes de la voiture s'ouvrent brusquement. Des personnes en costume noir attrapent tes amis, mais tu parviens à t'échapper. Tu cours jusqu'au toit d'un immeuble de 5 étages. Des scientifiques et des hommes en noir t'entourent. Tu vas au bord et tu sautes. Tel un vrai super-héros, tu atterris sur tes jambes à moitié fléchies. L'asphalte en dessous de toi est détruit et tes baskets sont déchirées. Tu t'enfuis en courant, tu touches les voitures garées avec ta main et tu y laisses de grosses rayures. Tu cours dans la forêt et décides d'y passer la nuit. Tu brises plusieurs branches épaisses avec la paume de ta main et fais un feu. Tu n'en as pas besoin puisque tu ne peux pas avoir froid, mais tu ne veux pas rester dans l'obscurité totale. Tu tiens ta main au-dessus du feu et ne sens rien. Tu regardes le bout de tes doigts et tu réalises qu'il n'y a pas d'empreinte digitale dessus. Tu fermes les yeux et imagines ta vie future. Tous les détecteurs de métaux deviendront fous quand tu passeras dessous. Les banques, les aéroports, les boîtes de nuit, tu rendras les agents de sécurité nerveux partout. Mais le pire, c'est que tu devras te cacher presque toute ta vie. Tu t'endors et tu vois des gens qui rient et te montrent du doigt. Tu n'aimes pas ça et tu te réveilles. Après quelques secondes, tu réalises soudain ce que tu dois faire et comment arrêter la poursuite. Tu erres dans la forêt pendant plusieurs heures, ta peau grince à cause du manque de lubrification. Finalement, tu te rends sur la route. Tu vois alors un hôtel au bord de celle-ci, avec des voitures garées à proximité. Tu ouvres le coffre de l'une d'elles et prends une bouteille d'huile de moteur. Ensuite, tu entres discrètement dans l'hôtel, tu te mets dans une chambre et tu charges ton téléphone. 1 heure plus tard, une femme entre. Elle crie quand elle te voit. Tu attrapes ton téléphone et cours par la fenêtre. Plusieurs voitures noires s'arrêtent devant l'hôtel. Un hélicoptère apparaît dans le ciel. Tu cours vers une décharge pleine de voitures abandonnées et allumes la caméra de ton téléphone. Tu t'enregistres et tu racontes ton histoire. Tu admets que tu n'as pas choisi ce super pouvoir et que tu veux vivre une vie normale. Ensuite, tu le publies sur tous les réseaux sociaux. Soudain, quelqu'un enclenche la grue qui entraîne les vieilles voitures avec un aimant géant. Tu te colles à l'aimant et ne peux plus bouger. Des personnes en noir t'attrapent. Il n'y a nulle part où courir, mais à ce moment même, des reporters et des curieux viennent à la décharge. Maintenant que tout le monde connaît ton histoire, tu es protégé des expériences, du laboratoire. Mesdames et messieurs, voici l'heure du combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-le Tyriana. Oui, c'est une fille. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et régnait sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. Personne n'a jamais pu la vaincre. Enfin, à part cette grosse météorite, spoiler. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des océans, le mégalodon. On l'appellera Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais il existe encore de nombreuses légendes à son sujet. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé, et c'était un super prédateur à son époque. Nos deux combattants étaient les plus grands prédateurs de leur catégorie. Mais que se passerait-il si on les faisait se rencontrer ? Pour le savoir, essayons un peu de les comparer. Quelle taille faisait-il ? Le plus grand tyrannosaure qu'on ait découvert s'appelle Scotty. Et oui, sans blague.
Ses hanches mesuraient environ 3,60 m, mais quand Scotty redressait son dos, il mesurait environ 13 mètres. C'est comme si on mettait 3 girafes l'une sur l'autre. Et si l'on voulait caresser le nez de ce mignon petit monstre, il fallait grimper sur les épaules de 7 personnes pour l'atteindre. Même si notre Tyriana n'est pas la plus grande de son genre, elle reste cependant l'une des plus dangereuses. Mais maintenant, intéressons-nous à la taille de son adversaire. La taille du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En fait, les seules choses qu'il nous reste de cet ancien requin sont des dents et des vertèbres. Du coup, les scientifiques ne peuvent que supposer la taille réelle de cet animal. Mais même selon les calculs les plus prudents, il devrait être plus grand que le tyrannosaure. Le mégalodon mesurait environ 15 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un bus. Ce n'est pas seulement le plus gros requin à avoir jamais vécu sur la planète, mais aussi le plus gros poisson du monde. Son plus proche concurrent en termes de taille serait le requin-baleine moderne, mais il fait quand même 3 mètres de moins que notre mégalodon. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au tyrannosaure. Le premier point va donc au requin géant. La catégorie suivante est le poids. Commençons par Megan. Habituellement, les adultes pesaient entre 27 et 59 tonnes. Cela correspond à 3 hélicoptères de transport, ou presque à un char d'assaut. Certaines maisons pèsent même moins qu'un seul de ces mégalodons. Son unique concurrent dans les océans serait la baleine bleue. Le tyrannosaure peut-il faire le poids ? C'était un prédateur de très grande taille, certes, mais il ne dépassait pas les 14 tonnes, ce qui est relativement peu pour un tel géant. Le tyrannosaure pouvait être terriblement lent et maladroit, et certains de ses os étaient creux. C'est ce qui explique son poids. Cela lui donnait l'avantage d'être très rapide et agile, en même temps qu'extrêmement fort. Mais il demeure que Tyriana pesait environ 3 fois moins lourd que Megan. Le mégalodon remporte donc une nouvelle manche. À présent, examinons la vitesse et l'agilité. Selon différentes estimations, le Tyrannosaurus rex pouvait courir à une vitesse comprise entre 17 et 72 km/h. À titre de comparaison, la vitesse de l'homme le plus rapide sur Terre n'est que de 26 km/h. Le calcul est vite fait. Et oui, impossible d'échapper à ce déjeuner avec notre bon vieux T-Rex. Et c'est toi l'amuse-gueule. Mais qu'en est-il de l'agilité ? Tyriana est plutôt grande et maladroite. Cependant, les tyrannosaures étaient parfaitement équilibrés grâce à leur queue massive et pouvaient tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses pattes, elle a clairement de très bonnes gambettes, notre amie. Maintenant, considérons notre deuxième combattante, Megan. Les scientifiques ont découvert que le mégalodon pouvait nager à une vitesse d'environ 18 km/h. C'était suffisant pour être un excellent prédateur, mais relativement peu comparé à beaucoup d'autres espèces. La créature marine la plus rapide est le voilier. Il peut atteindre une vitesse de 109 km/h, environ 30 mètres par seconde. En plus, à cause de son poids, le mégalodon ne pouvait pas tourner rapidement. Imagine un camion géant en train de faire demi-tour. Ainsi, quand Megan attaquait, elle devait réussir du premier coup. Si elle échouait, il lui fallait tout recommencer. Cela donnait à sa proie assez de temps pour s'enfuir. Pour ce round, le tyrannosaure obtient donc un premier point. Mais le score est quand même de 2-1 et Megan, notre mégalodon, est en tête. Bon, passons à la catégorie suivante, l'aptitude au combat. Le mégalodon était sans aucun doute le meilleur prédateur du monde aquatique. Non seulement à cause de sa taille et de sa masse, mais aussi à cause de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur des restes de baleines. Ils en ont conclu que Megan visait les points faibles de ses proies et savait où étaient situés leurs organes vitaux. D'autres victimes de mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'avait pas peur d'utiliser son poids comme un bélier. Un tel bélier, avec ses 50 tonnes, pouvait facilement défoncer les plus solides des murs en béton. Certains individus préféraient d'abord attaquer la queue et les nageoires des baleines pour les immobiliser et disposer ensuite, comme ils le souhaitaient, d'une victime sans défense. Cela fait du mégalodon un excellent stratège. Les proies de ce monstre marin n'avaient aucune chance. Ainsi, ce requin avait 2 techniques principales, le bélier et la morsure. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la mâchoire la plus puissante de son espèce et connaissait également la technique du bélier. Son poids n'était certes pas aussi considérable que celui de Megan, mais Tyriana pouvait s'élancer à une très grande vitesse et son impact était bien plus destructeur que celui du requin. De plus, elle pouvait frapper avec sa queue et ses jambes hyper puissantes pouvaient immobiliser les victimes. Les techniques du tyrannosaure sont donc beaucoup plus variées. Un second point pour ce dinosaure.
Maintenant, c'est l'heure de la catégorie bonus. Le prix de la sympathie du public. Le tyrannosaure est sans aucun doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. On l'a vu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo et même sur des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus facilement reconnaissable au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée selon laquelle il ne pouvait voir que des objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros échappent à un T-Rex en restant simplement immobiles. Mais premièrement, le dinosaure aurait facilement pu les sentir. Deuxièmement, notre tyrannosaure avait une excellente vue. Il voyait en fait 13 fois mieux que les humains. Le mégalodon, par contre, a la réputation d'être un vrai diable. Une vidéo dans laquelle l'un de ces requins détruit supposément un bateau de pêche fait l'objet d'un véritable culte et continue d'effrayer les spectateurs du monde entier. Mais comme nous avons conservé que très peu de traces de lui, on ne peut pas savoir à quoi il ressemblait vraiment. Ainsi, le T-Rex serait beaucoup plus populaire sur Instagram, et il remporte ce point. Poursuivons. Le score est maintenant de 2-2. Le résultat du match sera donc décidé au dernier tour, les armes de combat. Le tyrannosaure possédait la mâchoire la plus puissante de son espèce. Il pouvait facilement briser les os de dinosaures beaucoup plus gros que lui, mais la violence de sa morsure était limitée par ses dents. Celle-ci n'était recouverte que d'une fine couche d'émail et était par conséquent assez fragile, bien qu'elle puisse se reconstituer assez rapidement. Ses pattes avant étaient pourvues de griffes acérées, mais cette arme n'était pas vraiment utile en raison de la structure de ses bras. Le mégalodon n'avait qu'une seule arme vraiment dangereuse, ses dents, mais elles valaient bien toutes les ressources du T-Rex. Les dents du mégalodon étaient de forme triangulaire et mesuraient 18 cm de long. Ce sont les dents les plus grosses qui aient jamais existé, et il en avait 250 disposées sur 5 rangées. Chacune d'entre elles était incroyablement acérée et pouvait pénétrer la peau épaisse des baleines. Et la mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large. Une personne adulte aurait parfaitement pu tenir entre ses crocs. Mais pas pour longtemps, car cette mâchoire se refermait avec une puissance inégalée sur notre planète. Le gong retentit et cela signifie que l'heure du combat est arrivée. Nos deux prédateurs se retrouvent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient principalement dans les eaux profondes, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex se trouvait également dans cette région. Et à présent, les deux monstres sont face à face. Les eaux peu profondes ralentissent le mégalodon et le tyrannosaure échappe facilement à sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car sa taille ne lui permet pas de plonger sous l'eau. Notre Tyriana décide donc de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon de 50 tonnes, fonce en essayant de mordre le dinosaure et de lui rentrer dedans. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Tout est perdu pour lui. Oh, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est le prédateur suprême et qu'il peut facilement vaincre le dinosaure le plus célèbre du monde. Pendant plusieurs années, le vaisseau spatial Kepler de la NASA a erré dans l'espace. Il a étudié plus de 150 000 étoiles à travers la galaxie. Cette recherche avait un objectif précis, trouver des planètes similaires à la Terre. Ces planètes pourraient devenir notre deuxième maison. Mais cela ne se produira que dans un avenir lointain, lorsque l'humanité commencera à coloniser l'espace. La mission a été un succès. Kepler a trouvé des tas de planètes qui ont été baptisées Super-Terre. Mais dans notre système solaire, pas une seule planète ne peut être qualifiée de Super-Terre. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher quelque part à la périphérie de notre système. Mais personne n'en a trouvé de preuves tangibles. Une Super-Terre semble impressionnante, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ressemble à notre planète. Dans tout l'univers, il existe de nombreuses Super-Terres de ce type. Pour devenir une Super-Terre, une planète doit peser de 1 à 10 fois la masse de notre planète. Elle doit aussi faire 2 fois sa taille et être alimentée par l'énergie d'une étoile. Ce sont là tous les critères. La surface d'une telle planète peut être rocheuse ou gazeuse ou même mixte. Imagine que tu vis sur une telle planète. C'est la même que la nôtre, avec une atmosphère, un climat et un paysage similaires, mais plusieurs fois plus grande. Notre vie serait différente ici. À cause de la masse accrue, la gravité sur cette planète est beaucoup plus forte. Il n'y a pas de hautes montagnes ou d'arbres dans ce monde. L'Everest est plusieurs fois plus petit. La plupart des arbres ne poussent pas plus haut qu'un immeuble d'un étage. Les gens sont aussi plus compacts. Il est difficile pour le corps de grandir lorsque la gravité fait pression sur lui avec une force double ou triple. La taille moyenne d'un adulte est d'1 mètre. Il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. Dans les grandes villes, les gens se sentent à l'étroit. Mais sur la Super-Terre, la superficie est 2 fois plus grande. Les gens sont aussi plus petits. Ils conduisent de petites voitures et vivent dans de petites maisons. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace.
L'air est plus pur et toutes les régions de cette planète ne sont pas encore entièrement explorées. Les jours et les nuits durent plus longtemps ici que sur notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui c'est lundi et mardi commencera dans 48 heures, mais les gens n'ont toujours pas assez de temps libre. Les heures de travail sont plus longues désormais et ils ont tous besoin de plus de temps pour dormir, se reposer et se déplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont désormais beaucoup plus forts et plus résistants. Si une personne ordinaire arrive sur la super Terre, elle aura l'impression de porter un lourd sac à dos rempli de briques. Ses muscles ne seront pas habitués à porter une telle charge à tout moment. Même pendant son sommeil, elle se sentira lourde. Chez une personne non préparée, cette pression peut endommager les os et les muscles et entraîner des conséquences désagréables. Mais comme les gens vivent sur la super Terre depuis des milliers d'années, ils ont évolué et se sont adaptés aux nouvelles conditions. Sur cette planète, les os humains sont aussi solides que le fer. Les muscles sont aussi durs que la roche. Les gens sont des créatures petites mais puissantes, mais ils ne connaissent pas leur propre force. Tout ce qui les entoure est lourd, et c'est la norme. Les arbres sont plus robustes et leur bois est plus durable, ce qui signifie que les meubles sont plus massifs. Une simple feuille de papier sur la super Terre peut peser 10 fois plus que celle à laquelle nous sommes habitués. Une voiture de taille standard peut peser autant que 2 camions de pompiers, et une cuillère à café est plus lourde qu'un haltère. Mais comme le poids de tous les véhicules est plus important là-bas que sur notre planète, les gens ont besoin de plus de puissance et de carburant pour atteindre des vitesses élevées. Ils utilisent beaucoup d'essence. Il faut énormément de ressources pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut plus de carburant pour vaincre la gravité de la super Terre et quitter son atmosphère. Les vaisseaux spatiaux doivent aussi peser moins lourd. Quand tout est si lourd et dense, tu ne te sens pas super fort. Mais disons que tu es un résident de la super Terre et que tu décides un jour de visiter notre bonne vieille Terre. Ici, à l'inverse, tu deviens un surhomme. Tu peux t'approcher de n'importe quelle voiture, mettre tes mains contre le coffre et commencer à la faire bouger. Dans la salle de sport, tu soulèves facilement n'importe quel poids. D'un seul coup de poing, tu peux laisser une fissure dans un mur de béton ou briser une planche de bois. Tout cela semble extrêmement impressionnant, compte tenu de ta petite stature. Tes jambes, habituées à de lourdes charges, se sentent si légères ici. Tu peux facilement sauter d'un toit à l'autre. Si tu tombes accidentellement d'un immeuble de 2 étages, ton corps ne subira aucun dommage grave. Ta peau ne sera pas éraflée, tes os résisteront facilement à la chute. Sur Terre, tu deviens un super-héros. Malheureusement, une super Terre avec les conditions parfaites pour les humains n'a pas encore été trouvée. Ces planètes sont encore mal comprises. Elles peuvent même présenter un danger pour les humains. Une grande masse signifie une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie doit être libérée. Si nous vivions sur la super Terre, les éruptions volcaniques seraient aussi fréquentes que les orages. La gravité accrue pourrait aussi provoquer le déplacement d'un plus grand nombre de plaques tectoniques. Le paysage et la croûte de la planète seraient très instables. Imagine que des tremblements de terre te réveillent tous les jours. De telles conditions encourageraient les gens à développer un grand sens de l'équilibre. Il y aurait aussi des technologies spéciales pour renforcer les fondations des maisons. Les déplacements fréquents des plaques tectoniques déclencheraient d'énormes tsunamis. Les océans changeraient constamment de forme. De vastes étendues de terre seraient inondées. Dans des conditions aussi changeantes, les gens ne pourraient jamais construire de villes permanentes et vivre confortablement. De plus, si jamais des gens venaient ici, il leur serait difficile de s'envoler à cause de la puissante force gravitationnelle de la planète. Les objets spatiaux qui passent devant la super Terre auraient plus de chances de tomber sur la planète. En plus des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, il y aurait de fréquentes pluies de météores. Et il ne s'agirait pas seulement de minuscules roches qui s'évaporent dans l'atmosphère. D'énormes astéroïdes pourraient être déviés de leur trajectoire par la gravité de la planète. Les gens devraient construire une machine capable de détruire les météorites avant qu'elles n'entrent dans l'atmosphère. Mais même s'ils réussissaient, des centaines de morceaux de roches spatiales tomberaient quand même sur la super Terre. Après toutes ces catastrophes, les gens comprendraient très probablement qu'il n'y a qu'une seule super Terre. Et c'est notre planète natale. La pire chose qui puisse arriver à la Terre est le durcissement de son noyau. Dès qu'il cessera de fonctionner, la planète perdra le bouclier qui la protège et nous protège des radiations spatiales. Les tempêtes solaires et les explosions d'énergie peuvent créer de graves problèmes pour les gens. Tous les appareils électroniques cesseront de fonctionner normalement. Internet, les centrales électriques, les feux de circulation, les ordinateurs, les avions, tout. Pour survivre dans un tel environnement, les gens devront vivre sous un énorme dôme qui ne laissera pas passer les radiations et les météorites. Mais de nombreuses super-terres ont des conditions encore plus extrêmes que cela. Par exemple, il existe une planète où la température de l'air est si élevée que les métaux s'y vaporisent. Il est peu probable que des formes de vie puissent apparaître dans un tel endroit. Mais si les gens devaient y évoluer, notre espèce serait invulnérable. Imagine des créatures recouvertes d'une peau plus solide et plus élastique que n'importe quel matériau sur Terre.
Traverser le feu serait pour elle aussi ordinaire que de respirer de l'air. Les habitants de ce monde essaieraient probablement de s'emparer d'autres planètes. La seule chose à laquelle ils ne résisteraient pas seraient les basses températures. Une légère brise chaude leur semblerait être une rafale de vent glacé. Il existe une autre super-Terre semblable à celle-ci. Elle reçoit d'énormes quantités d'énergie de l'étoile la plus proche. À cause de cela, les températures y sont si élevées qu'elles détruisent même les molécules. Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont trouvé une autre super-Terre. Elle fait 2,5 fois la taille de notre planète et est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a pas une seule parcelle de terre ferme. La planète est lourde, c'est pourquoi elle est un peu inclinée sur le côté. Lorsque cette super-Terre tourne sur son axe, l'eau coule d'un côté à l'autre. Les tsunamis massifs et destructeurs sont fréquents sur cette planète. Si des gens vivaient là-bas, ils ressembleraient plus à des amphibiens qu'à des humains. Une autre super-Terre se trouve à 6 années-lumière de nous. Sa masse est 3 fois supérieure à celle de notre Terre. La planète met environ 233 jours pour faire le tour de son étoile et cette planète ne reçoit que 2% de l'énergie de l'étoile. La surface de ce monde est un endroit sombre recouvert de glace. L'une des planètes les plus étonnantes qui existent semble assez amicale et potentiellement habitable. Tout comme notre Terre, elle brille d'une lumière bleue. Mais son apparence est trompeuse. Sur cette super Terre, les vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. Mais le principal danger, ce sont les pluies de verre. Des milliards d'éclats transforment en poudre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Tu te sens un peu étourdi, suspendu dans les airs à 10 étages au-dessus du sol. Les seules choses qui t'empêchent de tomber sont l'une de tes mains et tes pieds nus. Il y a une foule rassemblée juste en bas, très loin. Les gens qui semblent aussi minuscules que des fourmis n'arrêtent pas de crier et de te montrer du doigt. Toi et ton précieux chargement. La vieille dame que tu portes semble frêle et terrifiée. Et pourtant, ses mains sont fortement agrippées au chat qu'elle serre contre sa poitrine. Un incendie fait rage au-dessus de vos têtes et les flammes jaillissent des fenêtres. La fumée te brûle encore la gorge. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu regardais un match de foot et ton équipe était en train de perdre. Au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus, tu t'es levé du canapé et tu as commencé à faire les 100 pas devant la télé. À un moment, tu étais tellement agité que tu as frappé dans le mur avec ta main ouverte et tu es resté bloqué. Ta première pensée n'était pas très cohérente. C'est quoi ce truc collant sur le mur ? Doigt par doigt, tu as décollé ta main, puis tu as examiné le mur. Quelques minutes plus tard, tu as enfin compris. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Mais pas avec le mur, avec tes mains. Après quelques expériences, tu t'es rendu compte qu'elles adhéraient à toutes les surfaces. Tu as essayé le sol, les vitres, les murs, les objets. Tu as même réussi à t'accrocher au plafond. Cette dernière idée n'était d'ailleurs pas si géniale. Pendant près de 10 minutes, tu es resté suspendu à côté du ventilateur, ne sachant pas comment redescendre. Une fois libéré, tu t'es assis sur le canapé et tu as commencé à réfléchir. Quels animaux peuvent grimper sur des surfaces verticales et même se tenir à l'envers ? Les escargots et les limaces ? Mais ils produisent un mucus gluant qui les aide à se déplacer. Tu regardes tes paumes, pas de substance gluante. Ok, c'est quoi la suite de la liste ? Les araignées ? Tu as recherché sur Google et tu as découvert le secret de leur super adhésion. C'est grâce aux minuscules poils au bout de leurs pattes. Ils créent d'innombrables points de contact entre l'araignée et la surface sur laquelle elle se trouve. Ton regard s'est alors posé de nouveau sur tes mains. Sont-elles poilues ? On ne dirait pas. Tu t'es alors souvenu avoir lu que plus un animal est grand et lourd, plus ses poils sont petits. Par exemple, un poil de scarabée représente environ 1/10 de sa taille. Mais celui d'un gecko ne représente plus qu'1/50 de sa taille. Se pourrait-il alors que tes mains soient couvertes de minuscules poils, mais que tes yeux ne les distinguent pas ? Tu as alors pensé à autre chose et tu as voulu voir jusqu'où allait ton nouveau pouvoir. Pouvais-tu par exemple vraiment marcher sur le plafond ? Au cours d'une nouvelle série d'expériences, tu as découvert que la plante de tes pieds était comme les paumes de tes mains. Tu as commencé à avoir des vertiges après 3 minutes de suspension la tête à l'envers. Tu n'arrivais pas à te décoller et tu devais faire attention à ne pas te cogner contre le ventilateur du plafond. Et malheureusement, tu n'arrivais pas à voler d'un mur à l'autre comme le font certains super-héros. Aïe, cette expérience fut douloureuse. Après avoir joué pendant quelques heures et ignoré 7 appels de ton patron, probablement très en colère, tu as décidé de sortir. Ton appartement est au 4e étage. Pas trop haut, mais rien de très enviable si tes nouveaux pouvoirs cessaient soudainement de fonctionner.
Tu as bu un peu de jus d'orange pour te donner du courage et tu as ouvert la fenêtre. Les voitures qui circulaient en bas semblaient d'un coup beaucoup plus petites qu'avant. Bizarre, non? Tu as respiré et tu as fait un pas en avant. Ouf, au moins tu n'étais pas en train de tomber en chute libre. En fait, tu étais fermement collé au mur à côté de ta fenêtre. Il était temps de bouger. Tu avais presque atteint le 2e étage quand tu as décidé de faire une pause. C'est alors que tu as remarqué un visage pâle avec la bouche grande ouverte et une étrange émotion dans le regard, ressemblant à de la terreur. C'était ton voisin du dessous. Mais tu ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il ne t'entendait pas et semblait plus occupé à attraper son téléphone. Allait-il appeler la police? Effectivement, quelques minutes plus tard, tu entendais les sirènes et en un rien de temps, plusieurs personnes tentaient de te calmer en criant « Les secours arrivent, tenez bon !» comme si quelque chose de terrible pouvait arriver depuis le 2e étage. Mais pourtant, cette situation est vite devenue trop lourde pour toi. Tu étais tellement stressé qu'au lieu de descendre, tu t'es mis à remonter vers ton appartement. Tout est alors redevenu silencieux. Tu t'es réfugié dans ta salle de bain et tu as bu un autre jus d'orange. Une demi-heure plus tard, tu t'es rapproché de la fenêtre et la rue semblait enfin s'être vidée. Les jours suivants, tu es resté chez toi, sentant que ton voisin faisait tout pour t'éviter. Et après avoir accepté cette triste vérité, tu as dû retourner au travail. En arrivant au bureau, ton patron était furieux et tu as passé une bonne demi-heure à te disputer avec lui, puis tu étais libre d'aller rattraper tout ton travail en retard. À la fin de ta journée de travail, tu avais l'impression qu'un diplodocus t'avait mâché puis recraché. Mais la seule issue était bloquée par ton chef, qui parlait à l'un de tes collègues. Et il ne semblait pas prêt de terminer cette discussion. Mais hey, tu avais de super pouvoirs après tout. Autant en profiter pour filer en douce. Tu as alors ouvert la fenêtre et tu t'es glissé à l'extérieur. Tu étais déjà bien plus habile. Au cours des semaines suivantes, tu as découvert de plus en plus d'applications de cette super capacité. Par exemple, tu pouvais changer les ampoules sans monter sur une chaise. Tu devais juste le faire en moins de 3 minutes avant d'avoir le vertige. Tu as gravi la montagne, chose dont tu rêvais depuis toujours. Un soir, tu as même essayé d'escalader un gratte-ciel, mais tu t'es fatigué avant d'atteindre le sommet. Tu as sauvé d'innombrables chats coincés sur les toits et dans les arbres. Et tu as même vécu une histoire criminelle. Un soir, une bande d'agresseurs t'a encerclé. Ils voulaient te prendre ton argent et ton téléphone, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu escalades ce mur lisse et vertical. Cela leur a donné une peur bleue. Et puis cet incendie est arrivé. Tu te rendais au travail quand tu as vu des flammes jaillir d'un appartement situé au 10e étage. Une foule s'était déjà rassemblée en bas de l'immeuble, tu les as rejoints et quelqu'un a dit qu'une vieille dame vivait dans cet appartement avec son chat. Tu as alors compris que le moment était venu pour utiliser tes capacités. Tu as retiré tes chaussures et as commencé à escalader la façade de l'immeuble sous les cris et les acclamations. Après avoir atteint la fenêtre, tu l'as brisée et t'es prudemment glissé à l'intérieur. Ce jour-là, la chance était de ton côté. D'une part, la femme était toute petite, donc ça allait être facile de la porter. Mais encore mieux, son chat était avec elle dans la pièce. La vieille dame ne t'a pas demandé plus d'explications, elle a pris son chat, tu les as attrapés, et l'instant d'après, vous voilà là, dehors. Une fois au sol, la dame est prise en charge par les médecins, et toi, tu te retrouves entouré de journalistes. Une avalanche de questions et de flashs s'abat sur toi. Beaucoup de gens ont filmé ton acte héroïque. Il ne faut donc pas longtemps pour que tu deviennes une superstar. Au début, tu te sens intimidé, mais rapidement, tu réalises que ce genre de popularité peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu es invité à de nombreuses émissions de télévision. Des tas de marques veulent que tu fasses de la pub pour elles, des illusionnistes te demandent de participer à leur spectacle. Tu deviens célèbre dans le monde entier. Ton visage apparaît partout, tu gagnes assez d'argent pour voyager en jet et séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Mais un an après avoir découvert tes pouvoirs, tu lis un article de presse. Une autre personne a acquis la même capacité. Et chaque semaine, de plus en plus de personnes découvrent qu'elles peuvent elles aussi marcher sur les murs. Dans quelques années, cette capacité ne sera plus considérée comme exceptionnelle. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est accepter le fait que tu n'es plus unique. Mais tu vérifies ton compte en banque et tu souris, heureux de savoir que c'était toi le premier. Tu essaies de te faufiler dans les labyrinthes sombres des anciennes pyramides à la recherche de l'immortalité. Tu ouvres le verrou de la porte et tu entends un bruit très fort. Tout ce qui t'entoure se met à trembler et tu vois une énorme porte s'ouvrir. La pièce est remplie d'or et de parchemins anciens. Un grand bol doré tombe à tes pieds. Mais tu le repousses du pied et tu avances car tu es venu ici dans un autre but.
Tout à coup, tu entends des bruits de pas. Tu te planques rapidement derrière un pilier et tu vois un homme surgir des profondeurs de la pièce. Tu as peur car le vieil homme ressemble à une momie vivante. Sa peau est sèche et étirée sur son squelette. Il traîne ses longs cheveux derrière lui comme la traîne d'une robe. Et il est en train de sourire. L'homme t'invite à t'asseoir à côté de lui. Il s'avère que ce vieil homme est le dernier survivant d'une ancienne civilisation qui voulait découvrir le secret de l'immortalité. Et ils ont réussi. Il y a environ 3000 ans, cette tribu a tenu son rituel. Ils ont dansé autour d'un feu et d'un énorme chaudron. Ils ont provoqué une grande tempête avec leur danse. Et une seconde plus tard, un énorme éclair a frappé le chaudron. Il y a eu une colonne de lumière bleue pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la tribu entière a continué à danser et à chanter. Quand l'orage est passé, le chef de la tribu s'est approché du chaudron. Il ne restait que quelques gouttes. Il les a versées dans une fiole et a bu. La seconde suivante, son corps s'est mis à rayonner et il s'est senti plus fort que jamais. C'était l'élixir d'immortalité. Cet homme a récemment célébré son 3000e anniversaire. Il avait reçu toutes les connaissances disponibles pour un homme de son temps. Il a erré dans le monde et a enseigné à d'autres personnes. Mais ensuite, il a étrangement décidé de s'enfermer dans une pyramide et de vivre seul pour l'éternité. Pour récompenser ton intelligence et ta dextérité, le vieil homme te donne cette même fiole d'élixir. Tu en bois quelques gouttes et tu sens une sensation de brûlure se répandre dans tout ton corps. Tes mains deviennent terriblement puissantes. Le feu s'apaise et à partir de ce moment, tu es immortel. Il y a cependant une condition. Tu vivras éternellement, mais ton corps vieillira à l'infini. Un jour, tu deviendras un vieil homme tout rabougri. Tu rentres chez toi et des centaines de journalistes t'attendent à ta descente d'avion. Caméra qui flash, microphone. Ça y est, tu es une vraie célébrité. Et tu dois décider comment passer ton temps infini sur Terre. Et pendant que ton corps est jeune, tu décides de faire tout ce dont tu avais peur avant. Tu passes les 20 années suivantes de ta vie à voyager à travers le monde. Tu as été jusqu'à l'Everest, la plus haute montagne du monde. Et tu es descendu dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Tu as fait du surf à Hawaï et du ski dans les Alpes. Tu as même atteint le pôle Nord en chien de traîneau. Enfin, tu as visité la Station spatiale internationale en tant que touriste. Tu n'as peur de rien, car tu sais que tu vivras éternellement. Maintenant, tu parais 40 ans. Et quand tu vas en boîte pour danser jusqu'au matin, tout le monde te regarde avec étonnement. Mais tu te sens si jeune! Alors il est temps d'avoir de nouveaux hobbies. Le breakdance, pourquoi pas? Oh, voici pourquoi. Tu fais un mouvement stupéfiant et tes os craquent comme ceux d'un vieil homme. C'est parce que tu as 50 ans maintenant. Le moment est venu de changer de carrière et tu décides que tu dois acquérir toutes les connaissances dont dispose l'humanité. Il te faut 10 ans pour obtenir une formation dans les meilleures universités du monde. Tu comprends comment fonctionne le mécanisme de notre civilisation et tu le gères. Et maintenant, en plus de l'immortalité, tu as une fortune colossale. Mais tu te regardes dans le miroir et tu ne te sens pas heureux. Tu commences à vieillir, tes cheveux ne sont plus aussi soyeux qu'avant et il y a des rides partout sur ton visage. Mais 60 ans, ce n'est rien comparé à l'infini qu'il te reste à vivre. Alors maintenant, ton objectif est de trouver un moyen de prolonger la jeunesse de ton corps. Pour ce faire, tu sors ton microscope et tu commences à étudier le processus de vieillissement. Notre corps est comme un énorme puzzle composé de grands blocs. Ces blocs sont les organes. Ils sont constitués de blocs plus petits qui sont des tissus. Ils se regroupent pour former un organe fonctionnel. Tous les tissus sont constitués de blocs beaucoup plus petits, les cellules. Lorsque nous sommes jeunes, nos cellules sont petites et actives. Elles se multiplient et se renouvellent sans cesse. Cela permet à nos tissus et à nos organes de rester comme neufs. Mais en vieillissant, les cellules perdent cette capacité. Elles se multiplient moins activement, augmentent en taille et ont un mauvais rendement. Et comme les vieilles pièces d'une voiture, elles commencent à mal fonctionner et à tomber en panne. Et le voyant moteur s'allume. Tu travailles donc en laboratoire pour créer une potion qui permettra à tes cellules de continuer à se diviser et à fonctionner. Tu as passé 10 ans de plus de ta vie à faire ça. Maintenant, tu as l'air très vieux. Mais le résultat de tes 10 années de travail est un échec. Comme d'autres scientifiques, tu as conclu que tes cellules perdaient la capacité de se régénérer passé un certain âge. Elles ne peuvent plus compenser les dommages que divers facteurs nous font subir. C'est pour cette raison que le chef de l'ancienne tribu, âgé de 3000 ans, a décidé de se cacher dans la pyramide. Il s'est isolé de tout dommage extérieur afin que son corps ne soit pas exposé à un quelconque danger. S'enfermer dans un endroit sûr semble être la seule solution. L'air de la pyramide ne contenait aucune bactérie nocive, mais il était si sec qu'il a transformé le corps du vieil homme en une véritable momie. Tu as suffisamment d'argent pour construire une serre assez luxueuse.
L'intérieur de ton manoir est donc tapissé de feuilles de plastique hermétique pour te protéger des bactéries. Chaque meuble de l'intérieur est maintenant emballé dans son propre film. Il faut que tu portes une combinaison spatiale étanche sur Terre avec un réservoir d'air purifié. Et surtout, plusieurs hélicoptères font descendre un dôme de verre sur ta maison. Maintenant, cet aquarium est ta maison pour toujours. Littéralement pour toujours. Tous tes invités et employés dans la maison doivent également porter des combinaisons hermétiques pour ne pas t'infecter avec quoi que ce soit. Oh, c'est l'heure du dîner. Quelques tubes de nourriture, ça a l'air décevant. Le problème avec la nourriture, c'est qu'elle contient des bactéries et des germes. Habituellement, notre corps les combat facilement et nous savourons un hamburger sans penser aux éventuels inconvénients. Mais ton corps pourrait ne pas être capable de le supporter. Donc à partir de maintenant, tu ne peux manger que des aliments spécialement traités. Quelques décennies plus tard, tu ne mangeras que des solutions nutritionnelles pour garder ton estomac hors de danger. Mais tu peux quand même sortir te promener. Pour cela, tu as besoin d'une bulle hermétique avec une roue, comme celle avec lesquelles jouent les hamsters. Tu peux te promener dans les rues et admirer ta ville natale, qui commence progressivement à ressembler à un film futuriste. Des enseignes néons, des voitures volantes, des hologrammes et des robots partout. C'est ton 200e anniversaire, et le cadeau que tu t'offres est un véhicule volant spécial dans lequel tu peux faire le tour du monde en toute sécurité, sans toucher rien ni personne. Toute cette technologie te fait te sentir jeune à nouveau, mais ton visage est triste. C'est à cause de ton cerveau, il vieillit comme le reste de ton corps. Et notre cerveau, comme un ordinateur, a une limite de mémoire. Toute ta vie active, tout ton surf et tout ton parachutisme sont enregistrés sur cet ordinateur sous forme de fichiers vidéo. Et il y a trop de ces fichiers à présent, si bien que lorsque tu enregistres un nouvel événement dans ton cerveau, il supprime de ta mémoire quelque chose d'ancien et d'inutile. Par exemple, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze. Tout naturellement, tu veux étendre ta mémoire. Tu peux insérer une clé USB supplémentaire dans ton cerveau. Cela résout le problème pour les prochaines décennies. Mais ton corps continue de vieillir. En l'an 2300, tu lis des informations sur une percée scientifique. Ils ont créé un ordinateur sur lequel tu peux transférer ta conscience. Et maintenant, cet ordinateur est dans ta maison, mais tu as peur. Notre identité est constituée de nos souvenirs et de nos pensées. Mais si tu les transfères dans un ordinateur, seras-tu toujours toi-même ? Ou ne sera-t-il qu'une copie de toi ? Et qu'advient-il alors de toi en tant que personne ? La peur et le désespoir t'envahissent. L'immortalité est à la fois un grand cadeau et un grand fardeau. Tu es tout seul, ta famille et tes amis ne sont plus là avec toi, 200 ans après que tu sois devenu immortel. Tout ce que tu as maintenant, c'est un corps anormalement vieux, et tu t'en veux un peu d'être devenu immortel. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage, de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur.
Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte, mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Il tire le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre.
Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'une seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken, ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Tu as enfin réussi. Tu as créé un simulateur qui te permet de te dupliquer sur les applis de ton téléphone pour apprendre plus vite. Tu branches ton téléphone, tu ouvres Google et tu mets un casque avec des lunettes qui te permettent de voir à 360 degrés. Tu les fixes et tu appelles ta sœur pour qu'elle allume la machine. Elle ne répond pas, donc tu vas voir dans sa chambre. Elle est en train de faire un défi de danse sur TikTok. Tu te moques d'elle et tu insistes pour qu'elle vienne allumer la machine à l'étage du dessous. Elle te suit sans pour autant lâcher son TikTok. Elle s'énerve et ouvre TikTok sur ton téléphone en cachette. Elle active enfin la machine. Tu es dans ta simulation, mais quelque chose cloche. Tu traverses un vortex virtuel. Tu vois tous les logos des applications qui virevoltent autour de toi et tu atterris face contre terre sur une surface noire. Tu as peur, ton cœur bat la chamade. Tu regardes autour de toi. Tu es dans une pièce et tu as un écran en face de toi. On te demande ton nom d'utilisateur. Tu hurles tout ce qui te passe par la tête et tu supplies qu'on te laisse partir, mais une lumière rouge clignote à chaque fois que tu dis quelque chose. Tous les mots que tu prononces sont enregistrés par l'écran qui les insère dans la barre du nom d'utilisateur et te demande d'accepter pour continuer. Tu acceptes et la pièce s'ouvre. Ton nom d'utilisateur est « Laissez-moi sortir ». Tu sors et tu te retrouves dans une ville futuriste pleine de lumière violette et bleue et de gratte-ciel sur lesquels sont projetées en boucle des vidéos TikTok. Les vidéos les plus populaires du jour sont diffusées sur le plus haut gratte-ciel et les autres sur les autres tours. Tu avances sur la route en face de toi. Elle te conduit vers une foule dans un Times Square virtuel. Tout le monde a une bulle qui flotte au-dessus de sa tête. Dans cette bulle apparaissent le nom d'utilisateur et la biographie de la personne, mais aussi le nombre de followers. La plupart de ces gens n'ont qu'une petite poignée de followers et ils ressemblent à leur image de profil. Tout le monde te fixe puisque tu es le seul qui ne ressemble pas à un avatar, mais à un être humain réel. Tu remarques 2 personnes immobiles l'une en face de l'autre. Tu vois les bulles qui changent au-dessus de leur tête. Ils sont maintenant abonnés l'un à la chaîne de l'autre. Soudain, tout le monde se fige et regarde la fille. Elle est en train d'être vérifiée. Une coche bleue apparaît dans sa bulle et elle disparaît. Tu te précipites vers la personne qui vient de l'ajouter et tu essaies d'obtenir des informations. Tu es le seul à parler à voix haute, car tous les autres communiquent par messagerie. Tu réalises que tu dois rester immobile et attendre que quelqu'un reçoive ton MP. La personne à laquelle tu t'adresses reçoit ton message et le bloque. Tu essaies d'établir un nouveau dialogue, mais la personne se fige, puis s'en va. Tu réalises que les gens te regardent bizarrement. Ils commencent à te suivre, ils sont partout. Tu accélères le pas et tu disparais dans une foule de gens où personne ne peut te trouver. Après quelques instants, tu pénètres dans une allée et tu te retrouves face à la porte d'un café souterrain. Tu passes la porte et tu découvres un groupe de personnes assises à leur table qui ne font rien. Tu essaies d'entamer la conversation avec certaines d'entre elles, mais personne ne te répond. Encore plus étrange, ces personnes n'ont pas de visage. Elles n'ont pas de followers non plus. Elles ne réagissent à aucune sollicitation. Si tu essayes de communiquer avec elles, elles projettent juste des pubs. Tu regardes l'écran dans la pièce et tu y vois ta tête. TikTok te cherche. Tu entends quelqu'un qui toque à la porte et des douzaines de personnes se précipitent à l'intérieur du bar. Ce sont les agents de sécurité interne de TikTok et c'est après toi qu'ils en ont.
Tu sors par une autre pièce. Tu es dans un bâtiment dans lequel vit un grand nombre de ces robots. Ils te courent après et se rapprochent. Tu arrives face à une impasse. Il y a une fenêtre en face de toi. Tu te retournes et tu vois les agents de sécurité qui se ruent vers toi. Pas le choix, tu dois sauter par la fenêtre. Tu prends ton élan et tu passes à travers la vitre. Tu atterris sur le toit d'un bâtiment voisin. Ta photo de profil et ton nom d'utilisateur sont projetés sur toutes les tours. C'est un avis de recherche. Tu ne sais pas du tout pourquoi ils t'en veulent. Tu rejoins une autre allée et tu te caches dans un coin sombre. On dirait que tu les as semés. Tu consultes tes paramètres pour essayer de comprendre pourquoi tu es l'homme le plus recherché de TikTok. L'appli pense que tu es un glitch et que tu es là pour détruire la structure même de TikTok. Tu sais que c'est simplement la cybersécurité de TikTok qui est là pour attraper tout virus et contrer les attaques. Tu ouvres tes paramètres donc, mais tu ne peux rien modifier puisque tu as été bloqué. Tu ouvres la barre de recherche et tu tapes le nom de ta sœur. Elle a été vérifiée, elle a une coche bleue sur son profil. Difficile de la retrouver. Tu décides d'essayer de la chercher. Tu entends des gens pas loin et tu te dépêches de sortir de l'allée. Tu te fonds à nouveau dans la foule. Tu ne dois absolument pas craquer, autrement tu risques d'attirer l'attention. Tu arrives sur l'avenue des hashtags, là où se trouvent toutes les vidéos populaires. Jusqu'à maintenant, personne ne t'a remarqué. Les hashtags les plus utilisés sont tout en haut. Le chemin est long pour les atteindre. Tu cherches ta sœur parmi toutes ces vidéos, mais impossible de la trouver. Puis, tu te souviens qu'elle était en train de danser, donc tu la cherches avec le hashtag « danse ». Tu découvres que la vidéo qu'elle était en train de faire plus tôt est l'une des plus populaires. Tu la trouves enfin, mais la sécurité te bloque et te poursuit sur l'avenue des hashtags. Tu apparais sur plusieurs vidéos populaires au hasard. Tu arrives dans une impasse et tu te fais attraper par les agents de sécurité. Ils t'emmènent dans une pièce où ils essaient d'obtenir des informations sur ton compte. Ils pensent que tu es un robot, alors même que tu continues à leur répéter que tu as inventé la machine pour te copier virtuellement dans TikTok. Ils n'en croient pas un mot. Ils essayent de t'extraire, mais ça ne marche pas. Ils essayent de comprendre ce qu'ils doivent faire pour te laisser partir. Pendant qu'ils te transfèrent vers une autre structure, tu parviens à t'enfuir pour aller chercher ta sœur. Cette fois, tu vas devoir faire plus attention. TikTok est à tes trousses. Les utilisateurs t'ont vu dans des hashtags et ils sont aussi alertés. Des caméras apparaissent de nulle part pour essayer de te repérer. Un seul faux pas et tu risques de rester bloqué dans TikTok pour toujours. Tu fais une dernière tentative pour retrouver ta sœur. Tu trouves un chapeau et une veste pour te déguiser. Maintenant, plus personne ne peut interagir avec toi puisqu'on ne détecte plus ton activité. Mais tu dois absolument faire en sorte que ta sœur te sorte de ce pétrin. Tu retournes vers l'avenue des hashtags et tu te diriges vers ta sœur. Tu tombes sur un groupe de TikTokers très connus qui traînent ensemble. Ta sœur en fait partie. Il y a beaucoup d'agents de sécurité partout, donc tu restes discret. Tu l'approches doucement et tu la prends à part. Tu ouvres le chat et tu lui demandes de descendre à l'étage du dessous et de te déconnecter du système. Mais avant d'avoir fini d'écrire ton message, les agents de sécurité se ruent sur toi et commencent à te poursuivre. Cette fois, toutes les caméras sont pointées sur toi et tu ne peux pas t'enfuir. Tu te rends et les agents de sécurité t'emmènent dans une pièce fermée. Impossible de t'enfuir. Tu t'assois, inquiet. Tu fais bouger tes jambes et tu te tords les mains. Tu ne sais pas si ta sœur a reçu le message complet ou pas. Les heures passent et aucune nouvelle de l'extérieur. C'est peut-être fichu. Mais soudain, tu reçois une notification de ta sœur. Elle essaie de cliquer, mais rien ne se passe. Tu te sens tout drôle. Autour de toi, tout se brouille. Les murs commencent à clignoter et tu vois le vrai monde. Tu es englouti dans un vortex et tu te réveilles dans ton laboratoire. Tu respires fort en essayant de reconstruire mentalement ce qui vient de se passer. Tu as l'impression d'avoir passé une demi-journée dans TikTok, mais apparemment, ça fait moins d'une demi-heure que tu es parti. Tu vois mieux maintenant, et la première chose que tu repères, c'est ta sœur qui est en train de te filmer avec son téléphone. Elle sourit, même si elle n'a aucune idée de ce que tu viens d'endurer.